Vous savez ce que les milliardaires achètent? De l'or, du bitcoin, de l'immobilier, des actions. Tout le monde le sait. Les médias financiers en parlent sans cesse. L'or atteint les 4000 dollars l'once et tous les médias rapportent que les fonds spéculatifs s'en emparent. Le bitcoin approche les 100 000 dollars et le discours dominant est que les ultra-riches diversifient leurs investissements dans les crypto-monnaies. Le marché immobilier est en plein essor et on nous dit que les milliardaires s'arrachent les biens. C'est le discours public, le discours dominant, les actifs dont tout le monde parle, que tout le monde analyse et que tout le monde croit comprendre. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Pendant que les médias financiers sont obsédés par l'or et le bitcoin, et que les investisseurs particuliers se ruent sur les mêmes actifs que les milliardaires il y a 5 ans, les ultra-riches ont déjà une longueur d'avance. Ils accumulent 3 actifs dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Des actifs si obscurs que la plupart des conseillers financiers sont incapables de les expliquer. Des actifs si essentiels que lorsque le système s'effondrera, ils vaudront plus que l'or. Et ils le font discrètement. Pas de communiqué de presse, pas d'interview sur CNBC, pas de tweet, juste une accumulation systématique et persistante via des sociétés écrans, des transactions privées et des montages juridiques conçus pour masquer la propriété. Je vais vous révéler précisément quels sont ces 3 actifs, pourquoi les milliardaires les accumulent maintenant, en 2025, et surtout, comment vous pouvez y accéder sans des milliards de dollars. Car l'objectif n'est pas d'imiter les riches, mais de comprendre où résidera la véritable valeur lorsque l'argent perdra de sa valeur. Lorsque les chaînes d'approvisionnement se briseront, lorsque le système financier qui nous a soutenus pendant 80 ans s'effondrera enfin. Permettez-moi de commencer par le premier actif. Et celui-ci vous surprendra car il semble banal. Mais c'est justement cette banalité qui lui confère sa valeur. Le premier actif que les milliardaires achètent, ce sont les terres agricoles. Pas n'importe lesquelles. Des terres agricoles très spécifiques, situées dans des zones très précises, avec des caractéristiques que la plupart des gens ignorent. Et la personne qui accumule ce type d'actifs plus que quiconque en Amérique est quelqu'un que vous connaissez très bien, Bill Gates. En 2025, Bill Gates possédait environ 265 000 acres de terres agricoles à travers les États-Unis. Ce n'est pas une erreur, 275 000 acres. Pour vous donner une idée, cela représente 430 000 carrés de terres agricoles. C'est plus grand que la ville de Los Angeles. C'est à peu près la superficie de Hong Kong. Un seul homme, par le biais de son fonds spéculatif Cascade Investment, possède plus de terres agricoles privées que quiconque en Amérique. Et il les accumule discrètement et méthodiquement depuis 2013. Mais ce qui rend cette histoire intéressante, c'est que Gates n'achète pas des terres agricoles au hasard. Il achète des types de terres très spécifiques, dans des endroits très précis. Et si vous comprenez ce qu'il achète et pourquoi, vous comprendrez ce que les investisseurs avisés prévoient pour les 20 prochaines années. Permettez-moi de vous expliquer. Le principal actif de Gates se situe en Louisiane. Ces 28 000 hectares répartis sur plusieurs comtés ne sont pas des terres louisianaises quelconques. Il s'agit de terres agricoles du delta du Mississippi. Pourquoi? Parce que cette région possède 3 caractéristiques qui la rendent irremplaçable. Premièrement, la qualité du sol. Le delta du Mississippi possède les sols les plus fertiles d'Amérique du Nord, façonnés au fil des millénaires par les sédiments fluviaux. Ce n'est pas le genre de terre que l'on peut récupérer. Deuxièmement, l'accès à l'eau. Ces terres reposent sur d'immenses aquifères et bénéficient d'un accès illimité à l'eau des rivières. Lorsque l'eau vient à manquer ailleurs, l'irrigation est garantie. Troisièmement, la saison des cultures. La Louisiane possède l'une des plus longues saisons de croissance des États-Unis. Certaines terres peuvent y produire 2 récoltes complètes par an. En réalité, cela n'a rien à voir avec l'agriculture actuelle. Il s'agit de maîtriser la capacité de production alimentaire future, car le changement climatique réduit la superficie des terres arables ailleurs. La deuxième plus grande propriété de Gates se trouve en Arkansas, 47 927 acres. Là encore, ce n'est pas un hasard. C'est une région de culture du riz et du soja,
avec un accès direct à la rivière Arkansas et au cœur de la plus grande région risicole d'Amérique du Nord. Ce sont des cultures gourmandes en eau, situées dans une région bénéficiant d'un approvisionnement en eau fiable. Vous commencez à voir le schéma? La troisième plus grande concentration se trouve au Nebraska, sur des terres agricoles situées directement au-dessus de l'aquifère d'Ogallala, la plus grande réserve d'eau souterraine d'Amérique du Nord. Cet aquifère alimente 8 États, mais une grande partie s'épuise rapidement. Gates a acquis des terres dans une zone où l'aquifère est le plus profond et où le taux de recharge naturel est le plus élevé. Cela garantit l'irrigation pour les 100 prochaines années. État de Washington, 6 840 hectares, principalement dans le bassin du fleuve Columbia. Un climat idéal pour la culture du blé, des pommes de terre et des fruits. Un approvisionnement en eau quasi illimité grâce au système du fleuve Columbia, ainsi que des infrastructures de transport permettant d'exporter les récoltes vers l'Asie via les ports de la côte ouest. Floride, 5 971 hectares, agrumes, légumes et élevage. Une saison de croissance continue et un accès aux eaux souterraines. Chaque acquisition suit le même schéma. Des terres agricoles très productives présentant 3 caractéristiques essentielles. Premièrement, une qualité de sol exceptionnelle et non renouvelable. Deuxièmement, un accès à long terme à l'eau provenant des rivières ou des aquifères profonds. Troisièmement, des conditions climatiques favorables à la polyculture ou à la culture de cultures à haute valeur ajoutée. Gates n'achète pas des terres pour les exploiter aujourd'hui. Il achète la capacité de contrôler la production alimentaire, alors que le système alimentaire mondial s'effondre. Et c'est d'autant plus remarquable que Gates continue d'acquérir des terres. En juin 2025, sa société d'investissement a acheté 3,56 hectares supplémentaires dans le comté de Benton, dans l'État de Washington, pour 131,44 millions de dollars. Cela représente environ 16 000 dollars l'hectare. À titre de comparaison, le prix moyen des terres agricoles aux États-Unis se situe entre 3 000 et 4 000 dollars l'hectare. Gates a payé 4 fois la moyenne nationale. Pourquoi? Parce que ces terres se trouvent dans les Horse Heaven Hills, des systèmes d'irrigation par pivot déjà installés, un accès direct à la nappe phréatique, un climat idéal et surtout les droits miniers et les droits d'eau inclus dans la transaction. Ce dernier détail est essentiel et nous amène au deuxième type d'actifs que les milliardaires accumulent, les droits d'eau. Non pas l'eau physique, mais le droit légal de prélever et d'utiliser l'eau. Et c'est peut-être là le bien le plus précieux du XXIe siècle. Permettez-moi de vous expliquer le fonctionnement des droits d'eau, car la plupart des gens l'ignorent. Dans l'ouest des États-Unis, les droits d'eau sont totalement indépendants de la propriété foncière. On peut posséder 400 hectares de terrain sans pour autant avoir le droit légal d'utiliser l'eau qui le traverse ou s'y écoule. Dans de nombreux États de l'Ouest, les droits d'eau sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». La priorité est donnée à celui qui les revendique en premier. La personne qui revendique les droits en premier, généralement les éleveurs et les agriculteurs du 19e siècle, possèdent le droit prioritaire. En période de pénurie, les détenteurs de droits prioritaires reçoivent la totalité de la quantité allouée, tandis que les autres se partagent le reste, souvent inexistant. C'est ce qui rend ces droits si précieux. Les droits d'eau peuvent être achetés et vendus indépendamment des terres. Si vous possédez des droits d'eau importants dans une région où l'eau se raréfie, vous détenez une véritable mine d'or, car chaque ville, chaque promoteur immobilier, chaque agriculteur a besoin d'eau. Et lorsque l'offre est limitée, celui qui contrôle les droits en fixe le prix. Les milliardaires l'ont compris il y a 20 ans, et depuis, ils n'ont cessé d'accumuler discrètement des droits d'eau. L'exemple le plus célèbre est celui de T. Boone Pickens, le milliardaire texan qui a fait fortune dans le pétrole. Dans les années 1990, Pickens a commencé à acheter des terres dans le Panhandle du Texas, non pas pour la terre elle-même, mais pour la nappe phréatique qu'elle recèle. Ces terres reposent sur l'aquifère d'Ogallala. Pickens a accumulé suffisamment de droits d'eau pour pomper 65 milliards de gallons par an. C'est assez d'eau pour alimenter une ville d'1 million d'habitants.
En 2011, il a vendu une partie de ses droits d'eau à 11 villes texanes, dont Amarillo et Lubbock, pour 103 millions de dollars. Ni la terre, ni l'eau, juste le droit légal de la pomper. Cela représente environ 1,58 $ pour 1000 gallons. Comparé au prix que les villes paient pour l'eau provenant de sources traditionnelles, quelques centimes pour 1000 gallons, Pickens a gagné 10 fois plus simplement en contrôlant l'accès à l'eau. Et il détient toujours la majeure partie de ses droits d'eau, aujourd'hui évalués à plus de 500 millions de dollars. Mais Pickens n'est pas un cas isolé. Tout un secteur de fonds spéculatifs de Wall Street s'est développé autour de l'achat de droits d'eau dans l'ouest des États-Unis. Water Asset Management, une société d'investissement basée à New York, a systématiquement acquis des terres agricoles dans le Colorado, principalement pour s'assurer des droits d'eau. Ils ont acheté plus de 2500 acres le long du fleuve Colorado. Le terrain lui-même vaut environ 50 millions de dollars, mais les droits d'eau de haut niveau qui y sont associés valent plus de 300 millions de dollars. Le président de la société a clairement indiqué lors d'une interview en 2022 que leur stratégie consiste à tirer profit de la rareté de l'eau. Ils achètent des terres bénéficiant de droits d'eau importants, améliorent le rendement des cultures pour réduire la consommation d'eau, puis revendent les droits d'eau excédentaires à des villes et des promoteurs immobiliers en manque d'eau. Il s'agit d'une forme d'arbitrage sur l'eau, parfaitement légale. En Californie, la famille Resnick a poussé le concept encore plus loin. Stuart et Linda Resnick sont propriétaires de Wonderful Corporation, l'entreprise qui produit des pistaches, du jus de grenade et des mandarines. Vous avez probablement déjà acheté leurs produits, mais leur véritable fortune ne provient pas de là. Elle provient de l'eau. Dans les années 1990, les Resnick ont commencé à acquérir des terres agricoles dans la vallée centrale de Californie, des dizaines de milliers d'hectares. Ces terres s'accompagnaient de droits d'eau, mais ils ne se sont pas arrêtés là. En 1994, la Californie a organisé une série de réunions sur la gestion de l'eau. Les Resnick y ont participé. La plupart des villes n'y ont pas prêté attention. Ces réunions ont abouti à une nouvelle réglementation confiant aux entités privées le contrôle des banques d'eau. Les banques d'eau sont des installations publiques qui stockent l'eau pendant les années pluvieuses et la restituent pendant les années de sécheresse. Construites grâce à l'argent des contribuables, ces installations sont désormais gérées par des entreprises privées qui décident de l'utilisation et du prix de l'eau stockée. La famille Resnick a ainsi pris le contrôle de la Kern Water Bank, le plus grand réservoir d'eau de Californie, d'une capacité de 1,5 million d'acres-pieds, soit environ 500 milliards de gallons d'eau. Pendant les sécheresses de plus en plus fréquentes en Californie, les Resnick revendent l'eau de cette réserve aux agriculteurs et à d'autres villes à des prix exorbitants. Ils engrangent des milliards de dollars, non pas en produisant quoi que ce soit, mais en contrôlant l'accès à l'eau stockée dans les infrastructures publiques. Et ils ne sont pas les seuls. En 2021, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Mormon, a acquis entre 8 000 et 10 000 hectares de terres agricoles dans l'État de Washington pour plus de 200 millions de dollars. Ils ont même surenchéri sur la société de Bill Gates pour remporter l'enchère. Pourquoi l'Église mormone a-t-elle dépensé 200 millions de dollars pour des terres dans l'est de l'État de Washington? Pour obtenir des droits d'eau, ces terres sont assorties de droits d'eau prioritaires sur le système du fleuve Columbia, ce qui signifie que l'eau est garantie à perpétuité. L'Église figure désormais parmi les plus grands propriétaires de terres agricoles de l'ouest des États-Unis, non pas pour la valeur de ses récoltes, mais pour son accès à l'eau. Et l'histoire devient encore plus rocambolesque. En 2021, Crown Columbia Water Resources, une société soutenue par Wall Street, a déposé une demande d'acquisition de droits d'eau privés sur l'ensemble du bassin du fleuve Columbia. Le projet consistait à racheter les droits d'eau des agriculteurs, à les déposer dans la banque d'eau de l'État, puis à les louer ou à les vendre aux villes et aux promoteurs immobiliers. S'il avait été approuvé, il s'agirait de la plus grande privatisation de droits d'eau de l'histoire des États-Unis. Face à l'indignation publique,
la demande a été suspendue. Mais la société n'a pas disparu pour autant. Elle poursuit ses activités, acquérant discrètement des droits d'eau par le biais de transactions de moindre envergure, ne nécessitant pas l'approbation de l'État. Le message est clair. Les droits d'eau dans l'Ouest américain sont de plus en plus concentrés entre les mains de milliardaires et de fonds spéculatifs qui savent que la raréfaction de l'eau est inévitable. Le changement climatique réduit l'enneigement dans les Rocheuses. Le débit du fleuve Colorado a diminué de 20% au cours du siècle dernier. L'aquifère d'Ogallala est surexploité, bien plus vite qu'il ne peut se reconstituer. Toutes les prévisions convergent vers une diminution des ressources en eau dans l'Ouest, tandis que la demande ne cesse d'augmenter. Celui qui contrôlera les droits d'eau en 2030 sera plus riche que celui qui possédera le pétrole à cette même date. Car on peut vivre sans pétrole, mais pas sans eau. Permettez-moi maintenant de vous présenter le troisième type de richesse que les milliardaires accumulent discrètement. Il s'agit de la richesse véritablement mystérieuse. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Même de nombreux conseillers financiers sont incapables de l'expliquer. Pourtant, les ultra-riches investissent massivement dans cette classe d'actifs à un rythme record en 2025. Il s'agit des obligations catastrophes ou cat bonds. Voici de quoi il s'agit et pourquoi elles connaissent un tel essor. Les obligations catastrophes sont des instruments financiers émis par les compagnies d'assurance et de réassurance afin de transférer le risque de catastrophe aux investisseurs. Voici comment cela fonctionne. Une compagnie d'assurance assure des biens immobiliers en Floride contre un ouragan majeur. Si un tel ouragan frappe, la compagnie d'assurance pourrait être tenue de verser des milliards de dollars, bien plus qu'elle ne peut se permettre. Normalement, les compagnies d'assurance souscrivent une réassurance. Elles paient une autre compagnie pour qu'elle prenne en charge ce risque. Mais la réassurance est coûteuse et le marché est limité. Elles émettent donc des obligations catastrophes. La compagnie d'assurance crée une entité juridique spécifique, une société écran. Cette société émet les obligations auprès d'investisseurs. Supposons que la valeur totale de l'émission soit de 500 millions de dollars. Les investisseurs achètent des obligations. Ces 500 millions de dollars sont déposés sur un compte séquestre et investis dans des obligations du Trésor sûr. La compagnie d'assurance verse à l'investisseur un rendement, généralement de 5% à 10% supérieur à celui d'une obligation du Trésor. Ainsi, si une obligation du Trésor rapporte 4%, une obligation catastrophe pourrait rapporter entre 9% et 14%. Si aucun ouragan ne frappe la Floride cette année-là, l'investisseur récupère l'intégralité de son capital et des intérêts, un rendement intéressant pour un faible risque. Mais si un ouragan frappe et cause des dégâts dépassant un certain seuil, par exemple 10 milliards de dollars de pertes assurées, l'obligation catastrophe est déclenchée et les 500 millions de dollars de garantie sont transférés à la compagnie d'assurance pour indemniser l'investisseur. L'investisseur perd alors son capital. L'obligation est déclarée en défaut de paiement. Voilà le risque. On obtient un rendement élevé en pariant sur l'absence de catastrophe. Mais si elles surviennent, on perd tout. Vous pensez peut-être que c'est de la folie. Qui investirait dans des obligations susceptibles d'être anéanties par un ouragan? La réponse est les milliardaires, les fonds de pension, les fonds spéculatifs et les fonds souverains, car les rendements sont exceptionnels et leur risque est sans corrélation avec toute autre classe d'actifs. Voici quelques chiffres. En 2024, le rendement moyen des obligations catastrophes est de 17,4%. Il ne s'agit pas d'une erreur, 17,4%. À titre de comparaison, le S&P 500 devrait afficher un rendement d'environ 7% en 2024. Les obligations d'entreprise de qualité devraient quant à elles rapporter environ 5%. Les obligations catastrophes offrent un rendement presque 3 fois supérieur à celui des actions et plus de 3 fois supérieur à celui des obligations traditionnelles. En 2023, elles ont généré un rendement de 19,8%, surpassant une fois de plus toutes les classes d'actifs traditionnels. Et voici le point crucial. Lors du krach boursier de 2025, lorsque les droits de douane imposés par Trump ont entraîné une chute de 15% du S&P 500, les obligations catastrophes ont progressé de 1%.
Lorsque les marchés boursiers se sont effondrés, que l'immobilier a chuté et que même l'or a brièvement baissé, les obligations catastrophes ont résisté et ont continué à offrir des rendements élevés. Pourquoi? Parce que les droits de douane ne provoquent pas d'ouragans. Les guerres commerciales ne provoquent pas de tremblements de terre. Les krachs boursiers ne provoquent pas d'inondations. Les obligations catastrophes sont totalement indépendantes du cycle économique. Elles sont liées à des phénomènes physiques, des catastrophes naturelles qui surviennent indépendamment de la conjoncture économique. C'est un principe que les milliardaires comprennent, mais que les investisseurs particuliers ignorent. La véritable diversification ne consiste pas à posséder à la fois des actions et des obligations. Les deux sont corrélés à l'économie. Lorsque l'économie est en récession, les deux baissent. La véritable diversification consiste à détenir des actifs performants indépendamment du cycle économique. Et les obligations catastrophes sont l'expression la plus pure de ce principe. Le marché des obligations catastrophes a donc connu une croissance fulgurante. En novembre 2025, la valeur totale des obligations catastrophes en circulation dépassait 50 milliards de dollars. Ce chiffre était de 33 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 50% en seulement 5 ans. Et le rythme des émissions s'accélère. Au cours des 12 mois allant d'août 2024 à juillet 2025, les assureurs ont émis 23 milliards de dollars de nouvelles obligations catastrophes, un record absolu en termes d'émissions annuelles. Pourquoi un tel engouement? 3 raisons l'expliquent. Premièrement, le changement climatique accroît la fréquence et la gravité des catastrophes. Les compagnies d'assurance font face à une augmentation des demandes d'indemnisation. La réassurance traditionnelle ne peut absorber ce volume, ce qui les oblige à se tourner vers les marchés de capitaux. Deuxièmement, les primes d'assurance augmentent. Cette hausse des primes entraîne une augmentation des coupons des obligations catastrophes. Des rendements plus élevés attirent davantage d'investisseurs. Troisièmement, les investisseurs ont compris que les obligations catastrophes offrent une véritable diversification. En 2022, actions et obligations ont chuté simultanément. Le portefeuille 60-40 a été fortement impacté, tandis que les obligations catastrophes ont progressé de 5% cette année-là. Elles sont désormais considérées comme des composantes essentielles de la construction de portefeuilles. Qui les achète? Les fonds de titres liés à l'assurance, tels que Fair Capital Management, Plenum Investments et Stone Ridge Asset Management. Il s'agit de fonds spéculatifs spécialisés, entièrement dédiés aux obligations catastrophes et gérant des milliards de dollars. Les fonds de pension s'y intéressent également. Le California Public Employees Retirement System, l'un des plus importants au monde, a investi dans les obligations catastrophes. C'est également le cas des fonds de pension canadiens et européens, ainsi que des fonds souverains du Moyen-Orient. Les fonds spéculatifs multistratégies, qui investissent généralement en actions et en obligations, allouent désormais entre 5% et 10% de leurs actifs aux obligations catastrophes cap-bond à des fins de diversification. Des gestionnaires d'actifs tels que PIMCO, Amundi et BlackRock proposent tous des produits permettant de s'exposer à ce type d'obligations. Même les réassureurs investissent dans cette classe d'actifs. Swiss Re, Munich Re et d'autres émettent des obligations catastrophes et en achètent également auprès d'autres sociétés. Ces obligations génèrent des rendements supérieurs aux pertes attendues d'environ 4 points de pourcentage par an en moyenne. Autrement dit, les obligations catastrophes offrent aux investisseurs, en moyenne, un rendement supérieur de 4% à celui qui serait approprié compte tenu du risque de catastrophe réelle. Pourquoi? Parce que les investisseurs exigent une prime de risque pour les risques inhabituels et parce que le marché reste relativement inefficient. Les investisseurs avertis, capables de modéliser avec précision le risque de catastrophe, peuvent identifier les obligations sous-évaluées ou sous-évaluées et réaliser des rendements exceptionnels. Prenons un exemple concret. En 2011, l'American Family Mutual Insurance Company a émis une obligation catastrophe appelée Maria Ray. Cette obligation garantissait contre les tempêtes violentes et les tornades aux États-Unis.
Elle versait aux investisseurs un rendement annuel de 6,25% en contrepartie de la prise en charge de ce risque. Si les pertes assurées dues aux tornades dépassaient 825 millions de dollars en une seule année, l'obligation était déclenchée et l'investisseur perdait la totalité de son capital de 100 millions de dollars. L'investisseur avait fait ses calculs. Historiquement, les pertes dues aux tornades dépassant 825 millions de dollars ne se sont produites qu'environ une fois tous les 10 à 15 ans. Il percevait donc un rendement annuel de 6,25% pour un risque qui ne se présente qu'une fois par décennie. Un taux intéressant, sauf que 2011 s'est avéré être la saison des tornades la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Plus de 983 tornades, 21 milliards de dollars de dégâts. Les pertes assurées se sont élevées à 954 millions de dollars. L'obligation était déclenchée. L'investisseur perdait la totalité de son capital de 100 millions de dollars. Tel était le risque. Mais le fait est que, même en tenant compte de cette perte, les investisseurs qui détenaient un portefeuille diversifié d'obligations catastrophes entre 2010 et 2020 ont tout de même obtenu un rendement moyen de 11% par an. En effet, la plupart des obligations n'ont pas déclenché leur clause de déclenchement et les quelques cas de déclenchement ont été largement compensés par les rendements élevés des autres obligations. C'est un pur jeu de probabilité. Si vous détenez un portefeuille diversifié d'obligations catastrophes, vous subirez parfois des pertes en cas de catastrophe et de déclenchement de ces obligations. Mais à long terme, les rendements élevés compenseront largement les pertes et leurs performances sont non corrélées à celles des actions, des obligations ou de l'immobilier. C'est pourquoi les fonds de pension et les milliardaires y investissent de plus en plus. Mais ce qui se passe en 2025 est véritablement remarquable. Le marché des obligations catastrophes, CAT, connaît une transformation structurelle. Historiquement, environ 75% des obligations CAT couvraient le risque d'ouragan aux États-Unis. Floride, Texas, Golfe du Mexique. Mais d'ici 2025, les sources d'émissions se sont diversifiées. On observe des obligations CAT couvrant le risque sismique au Japon et en Californie, le risque d'incendie de forêt en Californie et en Australie, le risque d'inondation en Europe et même le risque de décès lié aux pandémies. Parallèlement, le type d'émetteur se diversifie. Auparavant, les obligations CAT étaient émises presque exclusivement par des réassureurs. Désormais, les assureurs directs émettent directement sur le marché. En 2025, 58% des obligations CAT seront émises par des assureurs directs, contre 48% il y a seulement 2 ans. Cela signifie que des compagnies comme Allstate, State Farm et Farmers Insurance court-circuitent l'intermédiaire traditionnel de la réassurance et accèdent directement au marché de capitaux. Pourquoi est-ce important ? Car cela signifie que les obligations catastrophes s'intègrent de plus en plus à l'infrastructure financière fondamentale du secteur de l'assurance. Ce ne sont plus des instruments de niche, mais des éléments essentiels au fonctionnement du système d'assurance. De ce fait, elles sont moins risquées pour les investisseurs. Le marché est plus profond, plus liquide et plus diversifié, au moment même où les investisseurs avertis commencent à affluer. Le marché des obligations catastrophes en 2025 se trouve dans une situation comparable à celle du marché de la titrisation hypothécaire en 2000. Il est encore émergent, très spécialisé, mal compris par la plupart des investisseurs traditionnels, mais en pleine croissance et sur le point de devenir une classe d'actifs incontournable. Les milliardaires se positionnent dès maintenant, avant même que les investisseurs particuliers ne s'en aperçoivent, et avant que les rendements ne se compriment. Permettez-moi maintenant de vous présenter le modèle. Pourquoi ces 3 classes d'actifs, terres agricoles irriguées, droits d'eau et obligations catastrophes, qu'ont-elles en commun? Elles sont toutes rares, essentielles, protégées contre l'inflation et résistantes aux catastrophes. Analysons-les. Rareté. Il est impossible de créer de nouvelles terres agricoles avec des sols de première qualité et des ressources en eau naturelle. Ces terres ont été créées par la géologie au fil des millénaires. Seuls quelques hectares reposent sur des aquifères profonds. On ne peut pas créer de nouveaux droits d'eau. Ils ont été attribués au XIXe siècle. On ne peut pas créer une catastrophe.
Le risque de catastrophe est déterminé par la géographie et le climat. Nécessité, l'alimentation, l'eau et l'assurance contre les catastrophes sont des besoins humains fondamentaux et non négociables. Quand tout le reste est optionnel, ces trois éléments sont indispensables. Protection contre l'inflation. Lorsque la monnaie perd de la valeur, le prix des terres agricoles augmente à cause de la hausse des prix alimentaires. Les droits d'eau prennent de la valeur lorsque l'eau se raréfie. Les obligations catastrophes offrent un taux d'intérêt variable indexé sur l'inflation. Leur rendement augmente donc lorsque l'inflation s'accélère. Ces trois actifs conservent leur valeur réelle malgré la dilution de la monnaie. Résilience face aux catastrophes, c'est la clé. Les terres agricoles survivent à toutes les crises. Elles ont survécu à la Grande Dépression de 1929, elles ont survécu à 2008, et elles survivront à la prochaine. Les droits d'eau sont inaltérables. Les catastrophes ne font qu'accroître leur valeur lorsque l'eau est rare. Les obligations CAT sont conçues pour résister aux catastrophes. Ces actifs offrent des rendements élevés, précisément parce qu'ils sont décorrélés aux cracks financiers. Lorsque les actions s'effondrent, que les obligations font défaut ou que les devises s'affaiblissent, ces trois classes d'actifs continuent de générer de la valeur. Les milliardaires n'accumulent pas ces actifs pour gagner 5% par an. Ils les accumulent pour préserver leur patrimoine pour les 50 prochaines années. Ils se préparent à un monde où les monnaies sont instables, la nourriture rare, l'eau chère et les actifs financiers traditionnels extrêmement volatiles. Il ne s'agit pas d'une stratégie pour s'enrichir rapidement. Ce sont des protections à l'échelle de la civilisation. Et la question qui se pose est: comment accéder à ces actifs sans être milliardaire? Vous ne pouvez pas acheter 28 000 hectares de terre en Louisiane. Vous ne pouvez pas surenchérir sur Bill Gates pour des terres agricoles dans l'État de Washington. Vous ne pouvez probablement pas négocier avec des éleveurs texans les droits d'eau de l'aquifère d'Ogallala. Et vous ne pouvez certainement pas investir le minimum de 10 millions de dollars dans un fonds d'obligation catastrophe. Mais vous pouvez tout de même y accéder. Laissez-moi vous montrer comment. Pour investir dans les terres agricoles, le moyen le plus simple est de passer par les REIT agricoles, sociétés d'investissement immobilier, qui possèdent des terres agricoles et versent des dividendes. Farmland Partners, FPI, possède 61 600 hectares répartis sur 300 exploitations. Elle verse des dividendes trimestriels. Ces actions étaient disponibles à environ $11 l'unité en novembre 2025. Gladstone Land Corporation possède 168 exploitations sur 45 300 hectares. Spécialisée dans les fruits et légumes frais et les cultures à haute valeur ajoutée, elle verse un dividende mensuel d'environ $15 par action. Ces placements ne remplacent pas parfaitement l'acquisition directe de terres agricoles. Vous ne bénéficiez pas des avantages fiscaux liés à la propriété foncière. Vous ne contrôlez pas non plus les droits d'eau. Cependant, vous profitez tout de même de la valeur des terres agricoles et des revenus agricoles, et vous pouvez investir à partir de $1000 au lieu d'1 million. Une autre option est la propriété fractionnée de terres agricoles, via des plateformes comme AcreTrader et Farm Together. Ces plateformes regroupent les capitaux d'investisseurs pour acquérir des exploitations agricoles individuelles. Vous pouvez investir entre 15 000 et 50 000 $ dans une exploitation. Vous détenez alors une part de propriété fractionnée et percevez une part des revenus de la récolte proportionnelle à votre investissement. Certaines plateformes vous permettent même de voir précisément quelle exploitation vous possédez. Cette formule, bien que plus proche de la propriété directe, reste accessible. Concernant les droits d'eau, la situation est plus complexe en raison de l'absence de marché public. Ces droits s'échangent de gré à gré, mais il existe des moyens indirects d'accéder à cette classe d'actifs. L'un d'eux consiste à investir dans les services publics de distribution d'eau. Des entreprises comme American Water Works, symbole AWKEK, possèdent des droits d'eau et des infrastructures hydrauliques dans de nombreux États. En période de pénurie d'eau, les services publics qui contrôlent l'eau et les réseaux de distribution en profitent, ce qui entraîne une croissance des entreprises d'infrastructures hydrauliques. Xylem, symbole XIL, fabrique des pompes
des systèmes de filtration et des technologies de gestion de l'eau. La demande pour ces produits augmente avec la raréfaction de l'eau. Vous pouvez également y accéder via des ETF spécialisés dans le secteur de l'eau. L'ETF Invesco Water Resource, symbole, détient un panier d'entreprises des secteurs des infrastructures, des services publics et des technologies de l'eau. Ces investissements ne donnent pas un accès direct aux droits d'eau, mais sont liés à la valorisation croissante de cette ressource. Aucune de ces options ne remplace parfaitement la détention de droits d'eau prioritaires sur le fleuve Colorado, mais elles permettent de s'exposer à la valeur de la rareté de l'eau sans avoir à entreprendre de transactions juridiques complexes. Concernant les obligations catastrophes, obligations SIAT, il existe désormais des fonds communs de placement et des ETF qui permettent aux investisseurs de s'exposer à cette classe d'actifs. Le fonds Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium, symbole SHRIX, investit dans des obligations catastrophes et d'autres titres liés à l'assurance. L'investissement minimum est de $1,000 pour certaines plateformes. Le Pioneer Cat Bond Fund, CBIX, est un autre fonds commun de placement spécialisé dans les obligations catastrophes. Ces fonds vous donnent accès aux mêmes actifs que les fonds de pension et les fonds spéculatifs, mais via un fonds commun de placement liquide quotidiennement. Le principal inconvénient réside dans les frais. Ces fonds prélèvent des frais de gestion de 1% à 2% par an, ce qui réduit vos rendements. En contrepartie, vous bénéficiez d'une gestion professionnelle et d'une diversification sur des dizaines d'obligations catastrophes, chose difficile à réaliser pour un investisseur individuel. Il existe également l'indice Swiss Re Cat Bond, suivi par de nombreux ETF. Cet indice vous offre une exposition à l'ensemble du marché des obligations catastrophes. Les rendements ne seront pas comparables à ceux d'obligations individuelles surperformantes, mais vous obtiendrez les rendements moyens du marché avec un risque moindre. Attention, ceci n'est pas un conseil financier. Je ne vous recommande pas d'acheter ces actifs en particulier. Je vous explique simplement ce que les milliardaires accumulent en secret et pourquoi. Choisir de suivre le mouvement est une décision qui dépend de votre propre tolérance au risque, de votre horizon temporel et de votre situation financière. Mais il est important de comprendre ce qui se passe. Les ultra-riches retirent leurs capitaux des actifs traditionnels pour investir dans des ressources véritablement rares et essentielles. Ils ne le font pas parce qu'ils espèrent un rendement de 20% l'année prochaine. Ils le font parce qu'ils estiment que le système financier actuel est insoutenable. Et lorsque ce système s'effondrera, ce qui comptera le plus sera l'alimentation, l'eau et la protection contre les catastrophes. Ni les actions, ni les obligations, ni même les liquidités. Ce sont les actifs qui produisent de la nourriture, les pouvoirs qui contrôlent l'eau et les outils qui permettent de transférer le risque de catastrophe hors de votre bilan, qui préservent le patrimoine lors des changements de régime. Et ils les accumulent dès maintenant, en 2025, avant même que la plupart des gens ne réalisent ce qui les attend. Bill Gates n'est pas devenu le plus grand propriétaire foncier agricole privé des États-Unis par hasard. Il l'a fait méthodiquement pendant 12 ans. T. Boone Pickens n'a pas acquis par hasard un demi-milliard de dollars de droits d'eau. Il les a achetés quand personne d'autre n'en comprenait la valeur. Et les fonds de pension n'ont pas investi des milliards dans les obligations catastrophes par simple ennui. Ils l'ont fait parce que leur modèle montrait que la diversification traditionnelle avait échoué en 2022 et qu'ils avaient besoin d'actifs non corrélés. La tendance était là, évidente. La question est de savoir si vous la percevrez à temps pour adapter votre stratégie. Ce ne sont pas les seuls actifs que les milliardaires accumulent discrètement. Il y en a d'autres. Les terres rares, les infrastructures nucléaires, les technologies agricoles, les matières premières stratégiques, mais surtout les terres agricoles assorties de droits d'eau. Les droits d'eau et les obligations catastrophes sont trois classes d'actifs qui atteignent actuellement leur apogée et restent accessibles aux non-milliardaires. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Lorsque vous voyez des milliardaires accumuler systématiquement des actifs ennuyeux, apparemment sans rapport avec le marché actuel, soyez attentifs. Ils n'achètent pas pour aujourd'hui, mais pour le jour où tout s'effondrera.
Et ce jour-là, ceux qui contrôlent notre alimentation, notre eau et nos mécanismes de transfert des risques seront bien plus riches que ceux qui possèdent des actions et des obligations libellées dans une monnaie devenue obsolète. Il ne s'agit ni de pessimisme, ni de catastrophisme, mais de la reconnaissance d'un schéma. Toutes les monnaies de réserve de l'histoire ont suivi cette trajectoire, et à chaque fois, les plus fortunés, ayant anticipé la tendance, ont investi leur capital dans des actifs réels des années avant le début de la transition. Nous y sommes. Libre à vous d'agir ou non.